Tenez, puisque vous êtes là, j'ai une question pour vous. Comment dites-vous le nombre 10 puissance 15? Un milliard de millions? Un million de milliards? 1000 millions de millions? Ou bien 1000 billions? Eh bien, selon la loi, la dernière solution est la seule autorisée. Vous ne le saviez pas? Ben, moi non plus. Pas avant d'avoir écrit cette histoire. Elle commence par l'œuvre la plus célèbre d'Archimède, en grec Psammitès, en latin Arenarius. Regardez qui a fait cette traduction du grec au latin en 1676. John Wallis soi-même, le plus grand savant anglais avant Newton. Il faut dire que les plus grands savants, siècle après siècle, ont tous exprimé leur admiration pour Archimède. Galilée, Euler, Laplace, Gauss, qui vous voudrez. Ce petit mémoire est sans doute le plus accessible des travaux d'Archimède, et il a beaucoup fait pour sa légende. En français, on l'appelle l'Arénaire, en anglais The Sand Reckoner, le compteur de sable. Et c'est parfaitement approprié. Voici les premières phrases. Il est des personnes, ô roi Gélon, qui pensent que le nombre des grains de sable est infini. Je ne parle point du sable qui est autour de Syracuse et qui est répandu dans le reste de la Sicile, mais bien de celui qui se trouve non seulement dans les régions habitées, mais encore dans les régions inhabitées. Quant à moi, je vais faire voir par des démonstrations géométriques auxquelles tu ne pourras refuser ton assentiment, que parmi les nombres dénommés par nous dans les livres adressés à Xeuxippe, il en est qui excède le nombre des grains d'un volume de sable égal non seulement à la grandeur de la Terre, mais encore à celui de l'univers entier. Oh, le développement est brillant, le plan est lumineux. Archimède part de la théorie d'Aristarque de Samos, qui dit que l'univers s'arrête à la sphère des étoiles fixes. Et quelques observations plus loin, voici déjà une majoration. Il est donc évident que le diamètre de la Terre est plus petit que 100 myriades de stades, mais le diamètre du monde est plus petit qu'une myriade de fois le diamètre de la Terre. Il est donc évident que le diamètre du monde est plus petit que 100 myriades de stades. Une myriade en grec, c'est 10 puissance 4. 100 myriades, c'est 10 puissance 10. Archimède explique ensuite comment il fabrique d'aussi grands nombres qu'il le souhaite. Au passage, il montre qu'il a parfaitement compris que les exposants s'ajoutent quand on multiplie des puissances de 10. Que les nombres dont nous venons de parler et qui vont jusqu'à une myriade de myriades soient appelés nombres premiers, et qu'une myriade de myriades des nombres premiers soit appelée l'unité des nombres seconds. Et il continue. Les nombres seconds sont les multiples de 10 puissance 8, puis les nombres troisièmes de 10 puissance 16, etc. Mais il peut faire beaucoup mieux, en passant les myriades de myriades dans les exposants. En effet, que les nombres dont nous venons de parler soient appelés les nombres de la première période, et que le dernier nombre de la première période soit appelé l'unité des nombres premiers de la seconde période. De plus, qu'une myriade de myriades des nombres premiers de la seconde période soit appelée l'unité des nombres seconds de la seconde période. Au bilan, il arrive à des nombres en 10 puissance un nombre respectable de myriades. C'est largement plus qu'il ne faut pour les grains de sable. On a donc démontré que le nombre des grains de sable contenus dans une sphère égale en grandeur à celle que la plupart des astronomes appellent monde, serait plus petit que 1000 unités des nombres septièmes. Eh oui, selon Archimède, il rentre au maximum 10 puissance 63 grains de sable dans la sphère des étoiles fixes. Une misère. J'entends certains d'entre vous se poser la question du
À quoi ça sert de calculer ça? Eh bien, quand on s'appelle Siddhartha Gautama, ça peut servir, entre autres, à devenir Bouddha, rien de moins. Il n'y a pas consensus sur les dates du personnage historique, Bouddha. Bon, pas plus que pour Jésus d'ailleurs. Disons qu'il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, justement. Quant à démêler les faits historiques de la légende, mieux vaut ne pas essayer. Cette légende a été racontée selon différentes traditions, et la Lalita Vistara est un de ces récits. Elle raconte la vie de Gautama Bouddha lors de sa dernière réincarnation. On sait que la Lalita Vistara a été traduite en chinois au début du IVe siècle. On pense qu'elle avait été écrite en sanskrit peu avant, donc au IIIe siècle de notre ère. Cette Lalita Vistara est émaillée de nombreuses péripéties, plus ou moins miraculeuses, qui confortent le statut divin du personnage. Et ces péripéties sont racontées sur les bas-reliefs du temple de Borobudur, dans l'île de Java. Je nomme le Bodhisattva, et c'est ainsi qu'on l'appelait lors de cette réincarnation-là, avait triomphé de nombreuses épreuves, certaines physiques, genre travaux d'Hercule, d'autres intellectuelles, en particulier une compétition de mathématiques. Et évidemment, pour les sculpteurs de Borobudur, c'est moins spectaculaire que le tir à l'arc, mais quand même, le bas-relief est bien là. Ensuite, le roi Shuddhodana parla ainsi au Bodhisattva. Peux-tu, mon fils, rivaliser avec le grand arithméticien Arjuna pour la science des calculs? Seigneur, je le puis. Alors, le grand arithméticien Arjuna parla ainsi au Bodhisattva. Jeune homme, connais-tu le mode de numération parvenu au-dessus de 100 kotis? Un koti, c'est 10 puissance 7. Le défi consiste donc à nommer les puissances de 10 à partir de 10 puissance 9. Le Bodhisattva va passer l'épreuve haut la main. Il commence par réciter une longue litanie des puissances de 10 de 2 en 2. De 100 kotis, le nom est Ayuta, de 100 Ayuta, le nom est Niyuta, etc. Il arrive à 10 puissance 53, dont le nom est Talakshana. À l'aide de cette numération, appelée Talakshana, il est possible de réduire le Meru, le roi des montagnes, en le prenant pour sujet de calcul. Au-dessus de celle-ci est la numération, appelée Vajragamvati. À l'aide de cette numération, il est possible de réduire tous les sables de la rivière Ganga, en les prenant comme sujet de calcul. Encore au-dessus de celle-ci, et suivent quelques noms imprononçables de plus, puis Agrashara, à l'aide de laquelle on peut réduire les sables de 100 kotis de rivière Ganga, en les prenant pour sujet de calcul. Et encore au-dessus de celle-ci est la numération parvenue à pénétrer les atomes les plus subtils. Arjuna dit: Jeune homme, comment peut-on entrer dans la numération parvenue à pénétrer les atomes les plus subtils? Le Bodhisattva dit: Dans 7 grains d'atomes subtils, il y a un grain de poussière fine. Et il continue par différentes sortes de poussières, de sables et de graines pour en arriver aux unités de longueur les plus grandes. Le Bodhisattva dit: Dans un yojana, il y a d'atomes subtils un niyuta d'Alkshobhya, 3 millions de niyutas de Koti, 60 000 Koti, 32 Koti, 5 niyutas et 12 000. Ah, tel exploit, vous en conviendrez, méritait récompense. Alors, le Shakya d'Andapani présenta sa fille Gopa au Bodhisattva, et le roi Shuddhodana, l'ayant ensuite reçue comme fiancée, la présenta au Bodhisattva.
Ensuite, le bodhisattva, afin d'agir selon les usages du monde, demeura au milieu de 84 000 femmes et se livra aux jeux et aux plaisirs. Parmi ces 84 000 femmes Gopa de la famille de Shakya, il fut solennellement reconnu pour sa première épouse. Vous n'avez pas manqué de remarquer que l'énumération des puissances de 10, des sables de la rivière Ganga, le Gange, le décompte des atomes subtils, tout cela ressemble furieusement à l'arénaire d'Archimède. Et comme la Lalita Vistara a été écrite quelques siècles après l'arénaire, certains ont sauté sur la conclusion. Les Indiens n'ont rien inventé, ils ont tout pris aux Grecs. Eh bien, rien n'est moins sûr. D'abord, compter des grains de sable est une expression proverbiale pour désigner quelque chose d'impossible. Sous une forme ou sous une autre, elle existe à peu près dans toutes les civilisations. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham: Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Archimède, par esprit de paradoxe, avait pris le proverbe au pied de la lettre. Et dans le cas de la Lalita Vistara, il y avait dans la culture indienne une très longue tradition de manipulation de grands nombres, beaucoup plus ancienne qu'Archimède. On en trouve la trace dans les Védas. Les Védas sont les plus vieux documents de la littérature sanskrite et les plus anciennes écritures de l'hindouisme. Il y a 4 Védas: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Elles datent en gros du second millénaire avant notre ère, entre 1100 et 1700 avant Jésus-Christ. Celle qui nous intéresse, c'est Yajurveda, ou connaissance des sacrifices. C'est un recueil de formules rituelles, des incantations prononcées par un prêtre au cours d'une célébration devant le feu Yaina. L'une de ces incantations, ou mantras, énumère les noms des puissances de 10 jusqu'à 10 puissance 12. Et j'insiste sur cette particularité profondément enracinée dans la tradition hindoue, qui consiste à donner un nom à chaque puissance de 10, là où nous n'utilisons que quelques mots, comme 1000, millions, milliards, pour les combiner entre eux. De sorte que les traités d'arithmétique indiens, beaucoup plus récents que les Védas, se contentent de rappeler la tradition religieuse bien connue de tous les lecteurs. Le premier de ces traités, au moins le plus ancien conservé, a été écrit par un jeune homme de 23 ans, Aryabhata, à la toute fin du 5e siècle. Ayant rendu hommage à Brahma, à la Terre, à la Lune, à Mercure, à Vénus, au Soleil, à Mars, à Jupiter, à Saturne et aux constellations, Aryabhata, en la cité des fleurs, Pataliputra, expose comme suit les éléments de la science très vénérable, et d'énumérer les noms des puissances de 10, en prenant soin de préciser qu'elles sont de place en place décuples l'une de l'autre. Pour Aryabhata, il ne s'agit plus seulement d'énumérer. En disant de place en place, il fait clairement référence à la numération de position. La relation particulière d'origine religieuse qu'ont les hindous avec les grands nombres est finement analysée par un grand connaisseur de leur civilisation. Il s'agit d'Al-Biruni, un des plus grands savants de tous les temps. Il a passé pas moins de 13 ans en Inde, de 1017 à 1030, et a écrit un livre très instructif, Kitab al-Hind, le livre des hindous. Les hindous ne trouvent pas fatigant de calculer avec de grands nombres, ils aiment plutôt cela. Puis après avoir décrit des calculs astronomiques avec des distances et des durées particulièrement imposantes, le dernier nombre ci-dessus représente 56 ordres de nombres, unités, dizaines, centaines, milliers, etc. Mais
Si ces rêveurs avaient étudié l'arithmétique plus assidûment, ils n'auraient pas inventé des nombres si extravagants. Mais Dieu fait en sorte que leurs arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Donc Al-Biruni est parfaitement conscient de l'inutilité de donner 56 chiffres significatifs pour une quantité finie. Il vaut mieux adapter l'unité de mesure à la quantité. J'ai étudié les noms des ordres de nombres dans différents langages, avec toutes sortes de gens avec lesquels j'ai été en contact. Et j'ai trouvé qu'aucune nation ne va au-delà de 1000. Les Arabes aussi s'arrêtent à 1000, ce qui est certainement le plus correct et le plus naturel. Cependant, les Hindous vont au-delà de 1000 dans leur système numérique, au moins pour ce qui est de leurs termes techniques, qui ont été soit inventés, soit déduits de certaines étymologies. Ils ont étendu les noms des ordres jusqu'au XVIIIe, pour des raisons religieuses. Mais pour Al-Biruni, inutile d'inventer des mots. Pour compter au-delà de 1000, il suffit de répéter le mot 1000. Et c'est bien ce qui est dit dans le livre d'arithmétique le plus célèbre du Moyen Âge européen, le livre de Labac de Fibonacci. Pour Fibonacci, 10 puissance 6, c'est un millier de milliers, et 10 puissance 8, une centaine de milliers de milliers. Et, ajoute-t-il, ainsi de suite, en prenant les nombres de 3 en 3 pour compter les milliers, les dizaines de milliers, etc. L'usage de Fibonacci est donc tout à fait conforme à celui décrit par Al-Biruni. Et ce devait être l'usage général des auteurs arabes dont Fibonacci s'est inspiré. En premier lieu, Al-Khawarizmi. Mais ce n'est pas du tout le point de vue de Nicolas Chuquet, qui écrit presque 3 siècles plus tard. Son tripartite en la science des nombres n'a pas été imprimé, juste plagié, puis oublié, puis redécouvert seulement au XIXe siècle. Voici comment il préconise de lire les grands nombres. Et pour plus facilement nommer un grand nombre, l'on peut fixer les figures de 6 en 6 en commençant toujours à droite. Et sous la première figure d'une chacune sixième, la première exceptée, l'on peut mettre un petit point. Et doit-on savoir que toutes les figures depuis le premier point jusqu'au second, si tant il y en a, sont tous millions. Et du second au tiers sont millions de millions, et du tiers au quart sont millions de millions de millions. Et ainsi des autres points, en proférant ce vocable million autant de fois qu'il y aura de points. Ou si l'on veut, le premier point peut signifier million, le second point billion, le tiers point trillion, le quart quadrillion, le cinquième quillion, le sixième sextillion, le septième septillion, le huitième octillion, le neuvième nonillion, et ainsi des autres, si plus outre on voulait accéder. Dans l'encadré bleu, on lit « L'on doit savoir que 1 million vaut 1000 milliers d'unités, et 1 billion vaut 1000 milliers de millions, et trillion vaut 1000 milliers de billions, et un quadrillion vaut 1000 milliers de trillions, et ainsi des autres. » Et voilà, c'est l'origine de ce qu'on appelle toujours échelle de Chuquet ou échelle longue. Luca Pacioli est un contemporain de Chuquet. Lui aussi découpe le nombre en paquets de 6 chiffres, qu'il appelle millions, quitte à parler de millions. Le livre de calcul de Jacob a appris à compter aux Allemands pendant plusieurs générations. Pour lui, pas question de millions. Comme vous le voyez, aussi grand que soit le nombre, il suffit de répéter milliers, autant de fois que nécessaire. Pourtant, au XVIIe siècle apparaît une autre dénomination, notre milliard, pour 10 puissance 9. Mais cette convention n'est pas pour autant universellement adoptée. Prenez John Wallis,
Vous vous souvenez qu'il avait traduit l'Arénaire d'Archimède en 1676. Eh bien, dans son algébra de 1685, il revient sur l'Arénaire pour en détailler les calculs et donner la majoration d'Archimède, une unité et 63 zéros. Plus loin, il explique le système des nombres d'Archimède. La dernière unité correspond dans notre notation à 1 suivi de 8 myriades de myriades de myriades de myriades de zéros. Ou bien, car nous distinguons les nombres par période de 3 places pour les milliers, ou bien 6 pour les millions, 1 suivi de 80 000 millions de zéros. À l'époque de Wallis, les Anglais apprennent l'arithmétique dans les livres de Edward Coker. Ils appellent les milliers, les millions, mais pas question de milliards, pas plus que chez Wallis. Par contre, à Valence, en Espagne, Juan Bautista Corachán a réinventé l'échelle longue de Chuquet et l'enseigne à ses étudiants. Il appelle cuento le million, puis bicuento le million de millions, puis tricuento, quadricuento, etc. En France, le best-seller arithmétique de la première moitié du XVIIIe est le livre de François Barème, maintes fois réédité. Et si le nom de l'auteur était destiné à passer dans le langage courant, son invention d'une milliasse pour 10 puissance 12 n'est pas restée. Allez savoir pourquoi. Charles Camus est un professeur reconnu, astronome et membre de l'Académie des sciences. Son échelle de dénomination est parfaitement rigoureuse et totalement contradictoire avec l'échelle longue de Chuquet. On l'appelle échelle courte. Remarquez le mot billion employé dans le sens de milliard, comme de nos jours billion dans les pays anglophones. Cette arithmétique raisonnée et démontrée s'est très bien vendue grâce à une fraude. Devant le succès de l'algèbre d'Euler traduite par Bernoulli et augmentée par Lagrange, les éditeurs s'étaient dit que ce serait une bonne opération que d'attribuer à Euler le manuel d'un obscur professeur de comptabilité qui venait opportunément de défuncter. Bref, comme vous le voyez, c'est une échelle courte. Mais au lieu de billions, trillions, etc. chez Camus, vous voyez ici milliards, billiards, trilliards. Oh, on ne peut pas dire que le temps ait stabilisé les usages. Ce Casimir Ladret a publié son arithmétique à Montréal, à compte d'auteur, en 1836. Il la destine à l'usage des élèves de collèges et des maisons d'éducation de l'un et l'autre sexe. Il en pense manifestement beaucoup de bien et beaucoup de mal de ses collègues. Il est plein de recommandations du style pour faire comprendre cela aux élèves, les maîtres feront bien de leur faire décomposer les nombres de la manière suivante. C'est un moyen que j'ai toujours employé avec beaucoup de succès. Et sa dénomination est l'échelle courte de Camus, comme vous le voyez. Allez savoir pourquoi la République française s'obstine depuis 1961, avec répétition dans un décret en date du 23 décembre 1975, à imposer l'échelle longue. Elle l'a même faite passer dans les directives européennes. On leur dit, vous croyez ce qu'on en pense de leurs décrets et de leurs directives? Non, vous avez raison, ça ne serait pas gentil.